Voilà. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Déborah Adam. Déborah qui est une femme aux multiples facettes puisqu'elle est psychopraticienne, coach, formatrice et autrice. Et avant qu'on se penche sur ton parcours d'autrice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités? Mais volontiers, déjà j'ai envie de te remercier grandement de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis vraiment ravie d'être avec toi et d'être avec vous et de passer ce moment à parler de choses qui m'animent. Donc Oui. effectivement, au niveau de mes activités, tu les as très bien synthétisées. Moi j'accompagne, j'aime bien dire que je suis dompteuse de dragons, Oui. puisque j'accompagne prioritairement des personnes qui ont vécu dans leur vie des psychotraumatismes et souvent des psychotraumatismes complexes qu'on appelle le psychotrauma complexe. C'est pas le psychotrauma forcément dû à un événement précis, à une date précise, à un accident de la vie, des choses qu'on peut voir dans les faits divers, mais c'est plutôt des personnes qui ont soit grandi, soit évolué dans des familles dysfonctionnels, des couples toxiques, ce genre de choses, où il y a vraiment ce trauma qui s'est installé de façon insidieuse petit à petit. Et donc, il y a une façon de les accompagner spécifique, ces personnes-là, et c'est ce que je fais au quotidien, et voilà, ce qui m'anime. Bien, merci pour cette présentation. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a conduit à te spécialiser dans l'accompagnement justement de ces personnes? Tu sais, je pense que c'est un peu comme pour tout un chacun quand on travaille dans le domaine de l'accompagnement. Très souvent, ça part de soi, ça part d'une problématique qu'on a rencontrée, alors soit personnellement, soit dans notre entourage de vie. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai été très longtemps en difficulté au niveau de ma santé mentale. Et je pensais que c'était un peu ma nature, d'être déprimée, voire dépressive, enfin pas bien, etc. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, tout ça était dû aux choses que j'avais vécues dans mon enfance et que ça pouvait s'apparenter à du stress post-traumatique. Et à partir de là, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider. J'ai beaucoup cheminé sur ce chemin de thérapie, qui n'est jamais tout à fait fini, mais qui est vraiment un processus. Et ensuite, ça m'a beaucoup intéressée de voir ces méthodes qu'employait mon thérapeute, de voir l'effet que ça avait sur moi. Donc, j'ai eu envie de me former et surtout, j'ai eu envie d'accompagner d'autres personnes et de parler de ces sujets parce que moi, j'ai un peu plus de 40 ans et c'est vrai que les façon d'éduquer un enfant à l'époque était différente. Bien sûr, on est toujours en constante évolution, mais il y a des choses qui étaient peut-être de l'ordre du banal ou du courant dans les familles qui ont laissé des traces. Alors moi, j'ai pas été une enfant, ce qu'on appelle une enfant battue, mais par contre, on s'occupait très très peu de moi. On me laissait beaucoup. Alors, on pourrait dire en autonomie, sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus de l'autonomie, mais plutôt de la distance. Et on me laissait beaucoup, seule face à moi. Après, j'ai aussi eu beaucoup de responsabilités trop tôt dans la vie, parce que le trauma, c'est ça, c'est quand les choses arrivent trop fort, trop tôt, trop vite. Et j'ai été beaucoup parentifiée. En tout cas, j'ai tout un parcours de vie. J'ai aussi grandi avec malheureusement un parent qui avait la maladie de l'alcoolisme. Donc tout ça, tu vois, ça laisse beaucoup, beaucoup d'impact. Et c'est ça qui faisait que même adulte, je ne pouvais pas me réaliser pleinement. J'étais chaque fois, une belle chose m'arrivait et puis derrière, tout de suite, une autre faisait que ça retombait, que j'étais jamais vraiment... je sentais jamais, je goûtais jamais la saveur de la vie. Et quand j'ai compris, quand un jour quelqu'un m'a dit, mais ça ressemble vachement à du stress post-traumatique, tes réactions, t'es souvent déclenché comme ça par un simple mot peut te faire partir en vrille, alors que moi je me disais, oui, j'ai un fort caractère, tu vois. En fait, j'étais juste pas bien et il y avait des solutions pour switcher ça. Et il y en a aujourd'hui pour permettre aux personnes qui souffrent aujourd'hui encore de leur enfance, il y a des solutions pour elles aussi. Vraiment, il y a des choses qui marchent très bien.
Bien, parfait. En tout cas, c'est très bien ce que tu fais parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Oui, oui, il y a du besoin. Après, Ouais, c'est toujours, tu sais, c'est pas seulement, c'est pas parce que les personnes en ont besoin qu'elles tant en ont mieux. conscience. Donc Ouais. déjà, mon premier travail, c'est un peu d'éduquer, de dire non, d'être jamais bien dans sa vie, d'être toujours triste ou d'avoir toujours peur ou de pas arriver à aller se coucher le soir parce que on va se mettre à s'agiter, on va repousser le moment d'aller dormir, ce qui est vraiment une preuve d'anxiété, hein, vraiment. Le sommeil, c'est tout un chapitre, hein, par rapport au trauma. Mais voilà, c'est pas normal d'être tout le temps sur la défensive, d'être tout le temps en hypervigilance, de Oui, sursauter au moindre bruit. Non, c'est pas normal. Voilà, il y a des choses, et donc c'est vraiment une éducation. Et après, il faut aussi que la personne elle conscientise qu'elle a vécu des choses, et elle a le droit d'aligner aujourd'hui. Elle a le droit de reprendre le pouvoir dans sa vie. Ça, c'est encore un autre pas. C'est de se dire, allez, j'ai vécu ça, ok, ça m'est arrivé, bon, c'est comme ça fait partie de mon parcours de vie, et maintenant, je vais aller me faire accompagner pour en faire quelque chose d'autre, pas continuer ma vie comme ça, pas bien, toujours de pas me réaliser, de jamais prendre ma place, ouais. d'être toujours, même en tant qu'entrepreneur, parfois on est sous des plafonds de verre, on se dit mais comment ça se fait que j'arrive pas, malgré mes bonnes idées et mes actions, j'arrive pas à aller plus loin. Et ben voilà, il y a des choses des fois à relier par rapport à ce qu'on a vécu enfant. Non pas Mm. que tout le monde ait vécu des psychotraumatismes, hein. Il y a des personnes qui ont vécu de belles enfances, fort heureusement, mais il y a quand même peut-être des choses à aller voir, et toutes les blessures. Moi, j'aime bien dire aux personnes, sentez-vous légitime, il n'y a jamais de petites blessures. Si ça vous fait souffrir, si ça vous empêche des choses aujourd'hui, eh bien, il faut aller le traiter, il faut aller le visiter, le traiter. Parce que moi, dans mes clientes, j'ai souvent des personnes qui disent, ouais, mais il y a des gens, ils ont vécu pire que moi. Oui, bien sûr, on trouvera toujours pire que soi, on trouve Oui, toujours mieux que soi. L'idée, c'est pas de se comparer. L'idée, c'est de vivre sa vie en se sentant bien. ouais. Bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a poussé alors? Parce que là, tu as un très très beau parcours de vie, mais qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture? Oui, ça c'est chouette aussi. L'écriture, ça c'est vraiment, ça a pris une place formidable dans ma vie, Mm. et voilà, on en parlera par la suite, mais je l'utilise encore, et je l'utilise avec aussi mes clientes, parce que ça a tellement eu un impact positif pour moi. Oui. Figure-toi que voilà, quand on grandit dans des familles dysfonctionnelles, on adopte une façon de voir le monde qui fait aussi que par la suite, on va toujours buter sur des obstacles. On va toujours avoir voilà, plein d'aventures qui nous arrivent, mais voilà, il faut des fois prendre beaucoup de hauteur et beaucoup d'humour pour en parler, parce que sur le moment, c'est jamais très glorieux. Et donc, voilà, j'ai cheminé dans ma vie avec une forme d'instabilité, parce que ça, c'est aussi très courant quand on n'a pas les bonnes fondations, on est un peu instable. Donc, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours connu des espèces de vagues, des montagnes russes. Un coup, ça allait très bien, mais un mois après, ça retombait aussi sec. Et donc, j'ai un parcours un peu comme ça, rock'n'roll, et notamment dans ma vie sentimentale et de couple, j'ai pas jusque-là réussi à fonder vraiment euh, quelque chose comme moi j'en aurais eu envie et Mm. besoin. Et ce qui fait que j'ai vécu une grande partie, je vis encore d'ailleurs, une vie de maman solo. Donc, je Ok. suis une mère célibataire de 3 enfants. Mais tu imagines bien que maman solo avec 3 enfants, c'est hyper rock'n'roll au quotidien. Oui. Mais c'est à la fois beaucoup de challenges, parce qu'il y a Oui. avec ça une pression sociale, il y a le regard des Oui. autres, il y a bien sûr la pression financière quand tu es le seul revenu de la famille. Donc tout ça, c'est très challengeant. Et à côté de ça, j'avais cette espèce de ressource de me dire, mais je suis dans ce cocon, dans cette famille. Alors oui, moi je suis à la tête de cette famille, mais on est tous les 4 et on a un lien magnifique. Et ça me ressource à fond, et c'est tellement beau. Et souvent, je nous observais et je me disais, ah, il faudrait que d'autres personnes puissent le voir comme si c'était une série télévisée, parce qu'il y a de la joie dans notre foyer. Mm. Et je sais qu'aux alentours, parfois, il y a des gens
qui ont peut-être plus que nous en termes de moyens financiers et autres, mais qui ont moins de joie que nous. Et peut-être ça leur ferait du bien de voir que nous, on rigole en fait. On rigole avec ce qu'on a, voilà. On rigole, on s'aime, on se fait des câlins, on se dit des belles choses et puis on vit des petites aventures ensemble. On va lire des choses, on va lire des livres tous les quatre à haute voix, avec une lampe de poche le soir. Enfin, on fait des petites choses du quotidien, mais qui, pour moi, avaient tellement de saveur, tu vois, et tellement d'ampleur que je me disais souvent, comment le partager? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens, ça ferait comme un espèce de chaud doudou, tu vois, un truc qui les réconforterait. Et puis, un jour, voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un groupe d'autrices avec d'autres femmes qui avaient des projets d'écriture. En tout cas, quand cette opportunité est passée, tu vois, j'avais pas forcément, je m'étais pas dit, tiens, je vais écrire un livre ou je vais écrire un livre cette année. Puis j'ai vu l'opportunité passer sur les réseaux et je sais pas, ça a fait une espèce de, comme une lampe, tu sais, qui s'allume exactement au-dessus de la tête et je me suis dit, ah, il faut que j'en sois. Il y a un truc là. Je sais pas, intuitivement, tu vois, j'ai senti que j'avais une place dans ce groupe. Donc, j'y suis entrée et pendant 1 an, nous avons cheminé côte à côte. On n'était que des femmes. Et au bout d'1 an, j'avais mon premier livre qui était là, que j'avais auto-édité. Et du coup, ouais, c'est vraiment formidable parce que j'ai vraiment eu l'opportunité de coucher sur papier, de matérialiser l'histoire de ces 4 personnages-là que sont mes enfants et moi, en fait. Alors, il y a des parties un peu retouchées, un peu retranscrites par rapport aux vrais événements, un petit peu romancées, on va dire. Mais la quintessence, c'est vraiment notre vie du quotidien avec tous les challenges. Je parle vraiment librement de tout, de l'aspect financier. J'ai une fille qui a une maladie auto-immune. Je décris le moment où le diagnostic est tombé et puis les semaines qui ont suivi et puis voilà comment ça nous affecte dans notre quotidien, la place que ça prend de faire les soins, enfin qui sont plutôt invasifs, etc. Donc, je parle de ça, je parle du haut potentiel de mon fils, du coup, avec ces questions, tu vois, enfin, voilà, un enfant, c'est déjà tellement savoureux dans sa vision du monde. Et quand, en plus, il y a une hypersensibilité un peu particulière, tu vois, c'est vraiment des petites perles. Et puis, ma grande, qui avait aussi ses challenges et qui était un petit peu en mode, je suis un peu l'homme de la famille, tu vois, je suis un petit peu le deuxième pilier, voilà, et à qui des fois je devais dire, non mais tu sais, je gère, je suis là adulte, je peux gérer, je pense, ça, tu peux aller vivre ta vie de jeune fille. Et donc tout ça, j'ai pu le coucher sur papier avec émotion et aussi avec une forme d'humour, parce que j'avais envie de ça aussi. Et je suis vraiment heureuse, tu vois, pour moi, ça a été une révélation à plein de niveaux, quoi. Ouais. Et le titre de ce livre, alors? Alors, c'est « Je suis une maman solo extraordinaire ». J'ai mes livres, alors je peux peut-être montrer à la caméra. Donc, c'est « Je suis une maman solo extraordinaire » parce que j'ai longtemps, un peu avant que je me lance dans l'écriture, j'avais participé à une émission de télévision. Sur la chaîne, voilà, avec la chaîne des maternelles. Et on a parlé de ce que c'était d'être maman solo. Et face à moi, il y avait une psychothérapeute qui, à plusieurs moments de l'émission, m'a dit non, mais il faut pas avoir ce message que les mamans solo, elles sont extraordinaires. Non, elles sont pas extraordinaires, elles sont ordinaires parce qu'il faut pas qu'elles se vivent comme décalées par rapport aux autres. Il faut qu'elles puissent sentir qu'elles sont comme tout le monde, que c'est une normalité, qu'elles font partie de la normalité. Donc, il y a une partie du discours que j'entends très bien, mais moi, j'avais vraiment envie de dire, non, au contraire. C'est ça qu'il faut une fierté, tu vois, de dire, c'est quand même pas la vie de tout le monde qu'on vit. Enfin, voilà. Après, Sophie Brand, qui était la psychothérapeute en question, n'est pas maman solo, donc voilà, elle n'a pas cette expérience, mais moi qui il faut le vivre cette expérience. J'ai vraiment envie de dire non, les mamans solo, en fait, elles sont extraordinaires. Moi, toutes les mamans solo que je connais, parce que voilà, après ça, j'ai eu la grande chance et l'honneur d'en accompagner beaucoup en coaching, mais toutes les femmes mamans solo que je connais, elles ont
des particularités, une adaptation, des compétences que j'ai envie de mettre à l'honneur. Et donc, le titre, je me disais, s'il y a une maman solo qui prend le livre, elle va lire ça, elle va dire « Je suis une maman solo extraordinaire », tu vois. Et ça va envoyer un message, en fait, subliminal pour qu'elle se rende compte dans ses cellules qu'elle est extraordinaire. Donc, c'était un petit peu le clin d'œil, voilà. Et je me suis dit, ce titre-là, c'est le bon titre, quoi. J'ai envie de passer le message que, ouais, on peut dire qu'on est extraordinaire. Tout à fait. Je valide. Mon fils dit souvent, oui, tu es une super maman, il te manque la cape, mais c'est tout. C'est tout ce qui te manque, tu n'as juste pas la cape de la super héroïne. Ouais. Et du coup, alors comment est-ce que, parce que tu as écrit un livre, mais tu n'as pas écrit qu'un seul livre, tu as écrit plusieurs livres. Ouais, en fait, je crois que c'est un peu un virus. Hein, et peut-être, Oui. je ne sais pas si on peut dire ça dans le podcast, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'apprêtent à écrire leur premier livre et qui ne le savent pas. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Une fois qu'on tombe dans la marmite, qu'on goûte un plaisir de pouvoir mettre nos pensées, déjà, voilà, les sortir de notre tête, les coucher sur papier, les avoir face à face, ça nous fait tellement cheminer à un niveau déjà personnel, d'introspection, tu vois. Enfin, ça nous fait nous connaître, ça nous fait nous aimer même, j'ai envie de dire, parce que c'est comme quand on lit un roman, on se prend d'affection pour les personnages qu'on voit évoluer. Quand on écrit son livre, son histoire ou autre chose, hein, on se prend aussi d'affection pour la personne qu'on est. Et ouais, après, j'ai continué effectivement. Alors, j'ai continué d'une façon un peu particulière. Le deuxième livre, j'ai ressorti des tiroirs quelque chose qui était déjà. J'ai ressorti de la matière, tu sais, parce que, à vrai dire, c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. Donc, j'ai toujours eu des journaux intimes, des carnets. Voilà, il y avait plein de carnets partout. Enfin, chez moi, hein, tu connais, hein, tu vois de quoi je parle. Et du coup, ces choses-là, ben voilà, j'avais à un moment donné dans ma vie vécu un deuil. Donc, j'ai perdu ma grand-mère en 2012 et ma grand-mère était vraiment un pilier pour moi. Et tu vois, je comptais tout à l'heure un petit peu mon enfance un peu chaotique. Et ben, ma grand-mère, elle était un peu le pivot, là où je pouvais m'appuyer, tu vois, vraiment cette espèce de plateforme où j'allais trouver un peu refuge quand j'avais vraiment besoin, quand vraiment à la maison, ça n'allait vraiment plus. Je savais que j'avais cette affection-là, cette tendresse-là, je savais où aller la chercher. Et donc, quand elle est partie, même si, voilà, elle avait un âge où on peut s'attendre à ce que ça arrive, bah, ça a été pour moi très, très bouleversant. Et j'ai eu le besoin d'écrire, tu vois, dans un journal, ce que je ressentais, ce que je pensais au jour le jour. Et en fin de compte, quand j'ai eu fini d'écrire le livre Je suis une maman solo extraordinaire, j'ai ressorti ce journal qui avait déjà 10 ans. Ça faisait déjà 10 ans que ma grand-mère, ou quasiment 10 ans que ma grand-mère avait disparu. Et je me suis dit, waouh, c'est un anniversaire, c'est quelque chose de fort, 10 ans. Et j'ai relu mes notes, tu vois, avec le regard de la personne que je suis devenue aujourd'hui, 10 ans après. Et j'étais tellement bouleversée par ce que je lisais, par les liens que je pouvais faire entre la Déborah du passé et celle que j'étais aujourd'hui. Je me suis dit, mais c'est à la fois émotionnant, mais à la fois hyper intéressant de voir comme ça ce qu'on peut devenir et en même temps, on est toujours la même personne, tu vois. Il y a toujours ces liens. On est à la fois la même 10 ans après et à la fois plus du tout la même. Et je me suis dit, ça peut parler à des femmes, ça peut parler à des personnes, femmes et hommes, qui ont perdu quelqu'un, qui peut-être aujourd'hui sont dans un processus de deuil et se disent certains jours, ah, ça va un peu mieux qu'hier, c'est bien, je chemine, et le lendemain, oh, ça va pas du tout, je pensais avoir fait 2 pas en arrière, 2 pas en avant, j'en refais 3 en arrière. C'est normal dans le processus de deuil, hein, ça aussi. Et j'avais, voilà, l'intuition que peut-être ça pouvait parler à des personnes, ça pouvait réconforter et dire, voilà, on peut, voilà, le temps fait son œuvre, même si c'est difficile et ô combien c'est un déchirement, un arrachement quand on perd quelqu'un. Le temps fait son œuvre et la relation à cette personne,
elle évolue différemment, elle est différente. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours une relation très forte avec ma grand-mère. Bien sûr que je sais qu'elle n'est plus là. Bien sûr que je vis ma vie. Je ne suis pas, tu vois, dans le passé. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui pleure tous les jours, etc. Voilà, pas du tout. Je vis ma vie, je fais mes projets, j'ai beaucoup de joie dans mes journées. Mais j'ai un lien à ma grand-mère qui est encore là, qui sera toujours là. Et c'est tout ça que j'ai eu envie de raconter. Donc, j'ai ressorti des tiroirs le journal intime jour par jour pendant 1 an. Et 10 ans après, j'ai écrit la deuxième partie du livre pour montrer voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà ce que je disais à l'époque. Et sur ce même sujet, voilà où je suis aujourd'hui. Parfois, ça n'a pas bougé, ou alors ça a beaucoup bougé pour que je revienne finalement au même point. C'est assez savoureux. Et parfois, c'est complètement différent. Je pense complètement autrement. Et c'est OK, et c'est bien. C'est bien de montrer que tout est OK, en fait. Hein. Tout est possible et que la vie, elle n'est pas... c'est pas quelque chose qui te dit il va falloir que tu évolues de telle manière et puis 2 ans après, il faut que tu aies passé ce cap et 5 ans après et 10 ans après. Voilà, la vie, c'est juste... il y a une citation de je ne sais pas quel auteur, je ne sais plus, mais qui dit la vie, c'est quand tu as fait des plans et c'est ce qui se passe. Alors que tu as fait des plans, c'est ce qui se passe, c'est ce qui vient tout bouleverser finalement. Tu as tes plans et puis la vie, c'est ce qui vient vraiment quoi à la place des plans. Et donc, mon deuxième livre, donc, c'est vraiment un hommage à cette grand-mère qui a fait de moi une grande partie de la femme que je suis. Et donc, il s'appelle Au-de-vie et au-delà. Donc, c'est magnifique ce titre, j'adore. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que je le trouve réconfortant. Alors, c'est vrai quand on le lit, bah oui, il y a des moments de tristesse qui peuvent nous venir résonner avec nos propres moments de chagrin aussi, même si peut-être on n'a pas forcément tous perdu quelqu'un, mais quand même majoritairement aux âges, voilà, quand on est adulte, on a souvent perdu un plus ou moins proche ou un ami, voilà. Et puis, tu sais, dans la vie, il y a aussi des deuils où la personne n'est pas forcément obligée de mourir, hein, mais simplement une rupture ou un éloignement géographique ou juste 2 amis qui se rendent compte qu'ils ne pensent plus pareil, qui n'évoluent plus pareil. Ben voilà, il y a des deuils à faire. Et il y a aussi, dans le deuil, c'est de la transformation et il n'y a pas que de la souffrance. Il y a aussi de la richesse et des choses enveloppantes et des nouvelles choses à découvrir de soi. C'est aussi une façon de mieux se connaître et puis de mieux s'aimer, quoi. Parfait. Ok. Et du coup, maintenant que tu écris plusieurs livres, est-ce que tu as un processus créatif particulier ou est-ce que ça dépend vraiment de chacun de tes livres? Dis-nous, comment tu écris? Alors donc je t'ai dit donc le deuxième c'était au départ quand j'écrivais mon journal intime, c'était pas forcément dans la perspective de le publier 10 ans après, donc c'était plus tu vois du spontané, c'était soit le matin soit le soir, soit je prenais un moment dans la journée parce que j'avais besoin de vider quelque chose. Tu vois, c'est vraiment là, l'émotion, elle est trop présente pour pouvoir la canaliser. Je vais écrire. Et après, quand j'ai repris ce livre pour la deuxième partie, d'abord j'ai tout relu, toute la première partie, tout relu, corrigé, mis en forme, parce que bien sûr qu'il y a des choses que j'ai enlevées qui étaient trop personnelles. Un journal intime, c'est très intime quand même. Donc voilà, il y a des choses que je voulais bien évidemment garder pour moi-même. Donc j'ai retravaillé. Et alors là, c'était par moment. La relecture et le retravail, ça s'est fait très vite. Ensuite, j'ai fait une petite pause et ensuite, je me suis dit, de tout ça, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire et puis, là aussi, c'est allé vite. Alors, pas en un seul jet, c'est quand même un peu de matière, mais j'avais, tu sais, des fois, quand ça te prend, c'est comme quand tu lis un bon livre. Tu te dis, mes journées sont très chargées, j'ai pas le temps. Mais quand tu t'immerges, je sais pas comment te dire, mais tu trouves du temps. tu fais de la place. Tu te dis, c'est pas grave, je vais me lever 1 heure plus tôt que les enfants. Ou alors, bon, ils sont tous couchés. Allez, je me prends mon moment pour. Tu trouves du temps sur le temps du déjeuner ou quoi. Tu fais de la place. Le livre Je suis une maman solo extraordinaire, c'était un peu particulier parce que, tu sais, comme j'étais dans le groupe,
On se Oui. voyait chaque mois. Donc, chaque Oui. mois, je vais venir à la visioconférence et dire voilà ce que j'ai fait. Ouais. Et bien souvent, 3 jours avant la date, je n'avais rien fait. Donc, je me Ah, disais oh, mais je peux quand même pas dire aux filles que j'ai rien fait parce qu'elles comptent sur moi. On est engagées, tu sais, les unes envers les oui. autres. On est un groupe. On ne peut pas lâcher le navire. On est tous sur le Oui. bateau et tout le monde rame. Et donc, voilà, 3 jours avant, je me plongeais. Et tu sais, c'est magique l'écriture. Parfois, on se dit, on n'a pas le temps, on manque de motivation. Puis, bon, le sujet, il n'est peut-être pas si chouette que ça. Finalement, ça va aider personne. Donc, bon, que je le publie ou que je ne le publie pas, ça ne fera pas de différence. Donc, autant aller regarder des séries Netflix en mangeant de la glace pendant ce temps. Et à partir du moment où tu te dis, non, il faut quand même que j'écrive un petit truc, allez, je fais un petit chapitre où je fais une centaine de mots, ou voilà, je me mets un temps dessus, et ben tu reconnectes avec ton pourquoi. Pourquoi Ouais. j'écrivais ce livre? Et tu te dis, bah non, je ne peux pas lâcher là. Non, les mamans solo, il faut qu'elles lisent ça absolument. Et les entourages des mamans solo aussi. Donc, il faut que j'écrive. C'est presque. Et en fait, en écrivant, quand tu te replonges dedans, tu te reconnectes à pourquoi c'est important pour toi, Ouais. pourquoi c'est important pour ta famille, pourquoi c'est important pour les autres personnes que tu connais, pourquoi c'est important pour les autres personnes que tu ne connais pas encore et que ça va venir toucher. Et tu dis non, toutes ces personnes-là, je ne peux pas les décevoir, je ne peux pas les lâcher, je ne peux pas ne pas aller au bout de mon projet, c'est important. Et des fois même, c'est tellement plus grand que toi, tu te dis, je ne sais pas pourquoi, mais si ça, j'ai l'intuition que ça peut aider au moins une personne dans ce monde. Et si une personne dans ce monde peut être aidée, si tu ne le fais pas, alors c'est non-insistance à personne en danger. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il faut le faire. Donc, j'avais comme ça des moments où je faisais rien, où je procrastinais énormément. Et tout à coup, de l'extérieur, il y avait un petit truc qui venait me piquer, à me dire eh oh, faut que c'est bientôt le jour du rendez-vous avec les autres autrices. Il faut que tu leur dises quelque chose. Quand ce sera ton tour de parole, il faut que tu dises quelque chose. Et tu peux pas juste t'en sortir en disant ce mois-ci, j'ai rien fait. Next, ça n'ira pas. Ouais. Et donc, quand tu as ça qui te pique, tu t'y replonges. Et alors là, c'est une porte que tu ouvres et tu dis ah, mais pourquoi j'ai pas ouvert cette porte-là plus tôt? Voilà. Donc, il y avait des moments où je faisais rien et après où je mettais un peu le turbo. Ouais. Et puis, par la suite, j'ai écrit aussi 3 carnets. Alors ça, c'est un peu différent. C'est des questions. C'est uniquement des questions. Ce sont des carnets. Alors, il y en a un, c'est 75 questions pour les couples anxieux. Donc, c'est en fait pour... alors, je peux mettre l'intérieur, tu vois, c'est vraiment des questions. Ah oui. Et la personne, elle écrit. Les personnes, donc voilà, il y a, pour les couples, donc il y a des espaces pour chacun des deux partenaires. Répondre à la question, mettre la date et on répond à la question. C'est pour mieux se connaître, pour mieux faire alliance ensemble, pour mieux s'aimer. Et voilà, il y a un autre carnet, c'est 75 questions pour les couples fauchés. Donc là, c'est pour discuter ensemble de la relation à l'argent. C'est aussi un sujet important dans le couple. Et le dernier en date, c'est 150 questions cette fois-ci pour les écrivains en herbe. Et c'est vraiment pour aider les personnes qui ont envie de se lancer dans l'écriture à matérialiser un peu rassembler leurs idées, matérialiser voilà leur vision un petit peu de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mon projet. Donc, depuis l'idée un peu où la petite étincelle, c'est même pas une idée encore, c'est juste une envie, un truc qui flotte. Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi, pourquoi je m'embarque là-dedans? Et c'est vraiment par les questions, avec les 150 questions, au fur et à mesure, le projet se crée jusqu'à choisir comment on va faire la couverture, tu vois. Qu'est-ce que les gens auront dans leurs mains? Et donc, ce sont ces questions. Et ça, c'est mine de rien, même si ce sont des questions uniquement, eh bien, ça demande quand même du temps de réflexion pour trouver la bonne formulation, la question qui va être intéressante pour la personne et qui va lui permettre, parce qu'une question, c'est pas juste une question pour parler de la pluie et du beau temps. C'est une question qui doit amener l'action derrière. C'est une question qui doit emmener la personne à bouger, en fait, à évoluer, à avancer, à avoir soit une prise de conscience, soit se dire, mais finalement, ça, c'est à ma portée, je peux le faire et donc je vais le faire dès aujourd'hui. Et donc, il faut l'amener plus loin. C'est presque un accompagnement. Et donc, pour ça aussi, ça demande du temps de réflexion. Après, ça demande du temps pour choisir l'ordre.
quel chemin tu vas pratiquer avec là où les personnes que tu veux accompagner à travers ce livre. Et donc, ça demande du temps, etc. Et là, c'était vraiment un projet pour moi, plus pour les trois, c'était, je savais que je voulais accompagner telle personne sur telle question, et donc, ça faisait partie de mon travail. Je me disais, c'est mon travail, donc je le traite comme une autre de mes actions d'entrepreneuse. Et chaque jour, minimum 1 heure, je travaille là-dessus. Et en général, moi, tu sais, ça dépend vraiment des autrices et des auteurs, mais moi, j'aime bien le matin. Je suis plus, je sais pas comment dire, des femmes, c'est complètement différent, elles sont plus le soir, mais à d'autres moments. Mais moi, ou alors le week-end, ou ça dépend. Moi, c'est plus le matin, j'aime bien ce moment d'écriture. Et j'aime bien, quand je me réveille, déjà, je sais que je vais avoir ce moment d'écriture. Donc, déjà, en me préparant, je me dis, tu vois, je prépare sur quoi je vais travailler. Hier, j'en suis arrivée là. Aujourd'hui, c'est tel chapitre ou tel type de questions. Ça va être les 10 questions sur tel aspect. Voilà. Selon, parce que ça aussi, c'est une autre des particularités que j'ai et que tout le monde n'a pas, mais j'aime bien avoir quand même en démarrant le projet un peu un plan de ce que ça va donner. Même si ça bouge, tu vois, en cours de route, ça peut bouger. Il n'y a rien de bouger. Mais de savoir où je vais, où je veux aller en tout cas, et les étapes par lesquelles je dois passer. Et les solutions du coup que je dois trouver pour aller à la prochaine étape. Donc ça, j'aime bien. Donc, tu vois, en brossant les dents, je me dis, ah oui, hier, je me suis arrêtée là, donc aujourd'hui, je vais bosser là-dessus. Il faut que je trouve des questions qui vont être pertinentes pour telle thématique ou pour tel sujet spécifiquement. Voilà. Et donc, après, je me mets à l'ordinateur et du coup, ça, tu vois, ça coule. Et une fois que tu démarres, que ce soit pour de la narration, pour du roman, etc., ou pour quelque chose d'un peu plus guide de développement personnel, voilà, où c'est un peu différent. Mais une fois que tu démarres, je sais pas, tu es entraîné. Il y a une force motrice comme ça qui se crée et du coup, tu es entraîné. Ouais. Et puis, oui, j'ai oublié de dire que pour Je suis une maman solo extraordinaire, il y avait ce groupe pendant 1 an, mais alors, figure-toi que pendant 1 an quasiment, 9 mois, j'ai fait la moitié du livre, la moitié, j'en suis arrivée à la moitié. Et ensuite, on a eu la chance de se regrouper pendant 1 semaine. On s'est pris des vacances. Voilà, dans un camping où il y avait une piscine, etc., où on n'avait pas, voilà, où c'était à la bonne franquette, tu vois. Et c'était libre, on pouvait écrire quand on voulait. Et je me suis dit, en arrivant, j'ai la moitié du livre qui est fait. Bon, pendant 9 mois, j'ai écrit cette moitié. Pendant cette semaine, je veux faire la deuxième moitié parce que je veux qu'à la fin du séjour, il soit terminé, ce livre, et que je puisse travailler sur tout ce qui est relecture, correction, la maquette, tout ça. Il y a encore du travail. Une fois que tu as fini d'écrire, tu as mis le dernier point, il y a encore du travail. Mais, et d'enrichissement aussi, parce que chaque étape est vraiment chouette, je trouve, tu vois, c'est une aventure, c'est vraiment chouette. Mais du coup, eh ben oui, pendant le séjour, pendant la semaine, pendant les 5 jours là avec les autres, le matin, je me levais, je prenais mon petit déj et j'allais écrire. Il y a plein de moments où je n'étais pas forcément pleinement avec les autres. Je me mettais chaque fois pas trop loin du groupe pour les avoir, tu vois, avoir leur énergie. Ouais, tu vas avoir comme une maman, comme quand je suis avec mes enfants, tu sais, quand ils jouent au parc, je suis assise, mais j'ai un œil sur eux, tu vois, c'est un peu ça. J'avais un œil sur mes amis de cœur et mes co-autrices, les autrices qui partageaient ce séjour avec moi, parce que ça me nourrissait, tu vois, je les entendais rire, je les entendais discuter, puis ça me faisait écho à des choses, et puis ça m'aidait, ça m'impulsait. Mais voilà, je suis allée jusqu'au bout du pari que j'avais tenu avec moi-même. Je suis capable d'écrire la deuxième moitié du livre en 5 jours, alors que pour la première moitié, j'ai mis 9 mois. Et donc, j'étais tellement immergée et tellement bien, tu vois, en tant que maman solo, c'est vrai que c'était 5 jours loin de mes obligations familiales et maternelles. Et donc, ça me faisait tout de suite moins de charge mentale, tu vois. Ça libère le cerveau.
Exactement. Et donc, je pense que ça a aussi libéré ma créativité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est possible. Tu vois, on peut écrire un livre en 9 mois, on peut écrire un livre en 5 jours, on peut écrire un livre sur un an. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est juste pour soi, quel est mon bon timing pour ne pas m'épuiser, pour ne pas m'écœurer non plus du projet, parce que quand tu es tout le temps dedans, au bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose, quoi. Et c'est quoi le bon timing? Et voilà, en se respectant, en s'écoutant. Et si le timing il bouge, parce qu'au début tu t'es dit je m'accorde 6 mois et puis finalement il t'en faut 9, ou bien finalement en 3 mois, c'est fait. Si ça fluctue, c'est OK, parce que nous, on est vivantes, hein, et puis on évolue, donc il n'y a pas de raison. On ne va pas faire le livre, c'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant aussi. Et donc ça doit fluctuer, le projet doit fluctuer, quoi, avec nous. Mais tout est possible. Mais vraiment, le processus créatif, c'est plus, c'est pas mal d'inspiration, de moments de, allez hop, parfois je me fais un peu violence. Allez, j'ai envie. Tu vois, je dois me rappeler mais j'ai envie au fond que ce livre existe. Et pour qu'il existe, il faut que je passe à l'action. Je peux pas rester sur la il faut que je fasse quelque chose. Donc, vas-y, pose une petite action, même toute petite, pour te reconnecter. Souvent, je disais aux filles, oui, j'ai un peu perdu de vue mon projet. Et elles me disaient, c'est marrant, Déborah, tu parles de ton livre comme d'une relation amoureuse avec un vieux. Tu vois, des fois, tu es vieux couple. J'ai plus envie là de le voir là. J'ai besoin d'air. Puis des fois, tu es nouveau en mode séduction, tu vois, tu as besoin de cette fusion et tu es tout le temps dedans et voilà. Mais c'était un peu ça pour ma part, ça fluctue. Donc, je peux pas te donner un processus créatif clé en main, j'ai fait comme ça. C'était pour chacun une autre aventure. Mais ce que je peux dire, c'est de s'écouter, de quand même un peu se challenger, se rappeler pourquoi tu as envie qu'il existe ce livre, parce que ça te donne la motivation à te remettre dedans et de faire confiance au processus que quand tu te remets dedans, il y a la force motrice qui s'installe et qui t'amène plus loin, quoi. Parce que finalement, c'est des aventures. On est soit face à son clavier, mais tu sais, quand on écrit, on sait, si on veut publier, hein, dans l'optique d'être, on n'écrit pas pour soi. On sait déjà qu'on va être lu. Et donc, on est là, cette phrase, elle va toucher une personne qui a vécu ça ou qui a cette idée-là, ou voilà. Et voilà ce que j'aimerais lui transmettre. Et en fait, c'est ça, c'est comme déjà si tu t'adressais à quelqu'un, donc t'écris pas pour toi, même si ça te fait énormément de bien, ça c'est indéniable, mais t'écris pour l'autre et c'est comme un rendez-vous. Tu dis non, je peux pas. Voilà, des fois, tu annules un rendez-vous, hein, on est bien placé pour le savoir. On avait rendez-vous pour ce podcast il y a quelques jours et puis j'étais pas bien. Donc, j'ai dû annuler. Des fois, tu annules. Mais tu ne peux pas annuler chaque fois. Ce n'est pas possible parce que l'autre personne, elle a besoin de te rencontrer. Tu as quelque chose à lui apporter. Tu ne peux pas le garder pour toi, ce quelque chose. Donc, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu es édité par une maison d'édition ou tu fais que de l'auto-édition? Alors, jusque-là, je suis uniquement auto-éditée. Okay. Ça, c'est aussi une histoire de ma vie, tu vois, de vouloir tout contrôler. C'est mon bébé, je veux qu'il soit comme ça et pas autrement. Donc, je comprends. Tu vois. Et donc, c'est vrai que l'auto-édition, ça m'a permis d'avoir vraiment cette mainmise, ce pouvoir et ce droit de finalement décider de tout. Oui. Ça m'a aussi permis de faire les choses dans le timing qui me correspondait, parce que parfois, quand tu es en maison d'édition, voilà, peut-être que tu es édité que dans un an, alors que toi, le projet, il est prêt. Ou alors, au contraire, la maison d'édition veut que ça soit prêt dans 3 mois, alors que toi, tu as à peine commencé, tu vois. Donc là, c'était vraiment de pouvoir gérer mon temps comme j'en avais envie et besoin, surtout. Mais je te cache pas que plus ça avance, plus le temps passe et plus je me dis, j'aimerais bien peut-être un jour aussi connaître l'aventure de comment c'est de travailler avec une maison d'édition, donc avec une équipe, avec d'autres personnes qui ont un autre regard sur ton livre, voilà, et qui ont peut-être aussi des idées qui peuvent être excellentes et très différentes des tiennes et qui seraient de la matière supplémentaire, quoi. Et donc, c'est vrai que je me dis, peut-être qu'un jour, je serai éditée pour je ne sais quel livre, parce que j'en ai encore plusieurs dans ma tête. Mais peut-être qu'un jour, je ferai ce pas
de proposer mon travail à des maisons d'édition. Jusque-là, voilà, ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, je crois qu'il ne faut jamais se fermer de porte et jamais se dire ça sera comme ça et puis mon processus c'est ça et ça va rester le même toute la vie. On évolue et puis des fois, il peut y avoir aussi des opportunités ou des rencontres qui font que voilà, tu as envie de ça. Mais l'avenir nous le dira. Peut-être qu'un jour, on se recroisera sur le podcast et tu me diras, oh, j'en suis à mon 1000e épisode ou mon 5000e épisode. Et puis, je te dirai, bah, moi, de mon côté, je n'ai pas chômé non plus. Je suis en maison d'édition. En maison d'édition. C'est rigolo. Je te le souhaite. Oh, merci beaucoup. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux aussi nous parler des retours que tu as eus de tes lecteurs? Ouais. Lecteurs, tu sais quoi, tu me fais cette question, elle vient juste de me faire vibrer. Et je crois que tu vois, je prends conscience que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est quand tu as les retours des personnes qui te lisent. Parce que j'ai eu... alors le premier, je suis une maman solo extraordinaire, il a touché énormément de personnes. D'abord, mes premiers lecteurs, je dois dire que ce sont mes enfants. Parce que, tu vois, j'ai eu besoin de leur aval, de vraiment qu'ils me disent « c'est OK, tu peux publier ça ». Parce que c'est vraiment les personnages principaux et je raconte énormément de leur vie, en fait. Alors, j'ai pas mis leurs prénoms, voilà, forcément, enfin, il y a des choses que j'ai un peu, bien sûr, édulcorées, mais c'est quand même leur vie. Donc, j'avais besoin de leur aval et j'avais, plus que de leur aval, j'avais besoin de leur enthousiasme, tu vois, j'avais besoin qu'ils me disent ouais, tu vois, c'est notre livre, quoi, c'est nous quatre. Et donc eux ont été vraiment les premiers lecteurs et mon fils était petit, il ne lisait pas encore fluidement. Donc c'était l'histoire du soir. Je lui lisais en fait le soir, au lieu de lui raconter ses albums d'enfants, je lui lisais je suis une maman solo extraordinaire. Et il me disait ah, cette phrase-là, c'est moi qui l'ai dite, hein, pas vrai maman? Je disais ah oui, ça c'est toi. oui, je me rappelle. Et voilà, ils ont été formidables. Ma grande m'a dit mais maman, ce livre, tout le monde devrait le lire. Les mamans solo et les pas mamans solo, tout le monde devrait le lire. Et ma moyenne, elle m'a dit ouais, c'est génial maman, vraiment, je suis trop fière de toi. Et tu vois, quand il est paru, elle me disait oh, j'en ai parlé à mes copines au collège. Je l'ai dit à la dame qui tient la bibliothèque, tu vois. Enfin, et je voyais dans leur fierté vraiment, c'était pas seulement je suis fière de maman, elle a fait un truc, mais ouais, c'est nous, c'est notre histoire, tu vois, c'est notre lien. Et ça, c'était fantastique. Et après, les retours aussi des personnes. Alors, j'avais ce fameux groupe d'autrices qui me faisaient des retours, qui m'avaient fait des retours au fur et à mesure parce que parfois, je leur partageais des extraits. Et une fois que le livre était sorti, quand elles ont pu lire tout l'ensemble, c'était encore autre chose. C'est marrant, hein, mais les retours, c'était encore autre. Ça prenait encore une autre dimension. Et elles étaient... Le retour que j'ai eu de façon unanime, c'est que c'est pas forcément un livre qui s'adresse que à des mères célibataires, mais au contraire, un livre qui s'adresse un peu à chacun parce qu'on connaît tous et toutes dans notre entourage une maman qui vit seule avec son ou plusieurs de ses enfants. Il y a 2 millions de femmes, de familles monoparentales en France. 85%, c'est des mamans seules avec leurs enfants ou leurs enfants. Donc, on en a tous et toutes au moins une dans notre entourage proche. Et l'idée, c'est, tu vois, ce qu'elle me disait, c'était j'aurais jamais pensé que tu vivais ça. J'aurais jamais pensé que le quotidien, ça pouvait ressembler à ça. J'avais déjà réfléchi à ce que ça pouvait être si un jour je me séparais de mon mari ou de ma femme, mais j'aurais jamais pensé sur tel aspect ou sur telle chose ou voilà. Et des gens qui me connaissent aussi, mes copines de danse, qui me disaient on te voit tous les samedis, jamais on aurait imaginé que ta vie quotidienne, c'est ça, quoi. Et je trouvais ça fort parce que ça a créé du lien. Et après, les personnes qui ne me connaissaient pas du tout, c'était beaucoup de merci, 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 merci d'avoir dit ça, merci d'avoir écrit ça. Et rien qu'en en parlant, j'ai des frissons parce que au moment des retours des personnes, tu te dis
Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien Ouais. fait du projet parce que c'est quelque chose d'utile. C'est utile à d'autres. C'est réconfortant, c'est boostant, c'est questionnant, c'est parfois c'est divertissant. Mm. Mais il n'y a pas. J'ai eu personne qui m'a écrit pour me dire ou qui m'a dit je l'ai eu, mais ouais, j'en ai rien pensé ou je sais pas, D'accord. tout peut te dire Ouais. de ce bouquin. Chacun avait vraiment vécu une émotion qu'il avait envie de me relater, quoi. Ouais. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup des messages privés, des messages, même des commentaires sur Amazon, enfin, là où il y a le livre, enfin, Mm. et, et ouais, et en privé, quoi, ou verbalement, ou de Ouais. façon écrite, mais chacun et chacune, plein de monde m'a fait des retours, et j'ai eu une personne qui travaillait dans un hôpital et qui a photographié un grand médecin à la pause en train de lire mon livre. Et Ah, là, ça m'a mis la pression. Et je super. me suis dit, c'est un homme, c'est un médecin, donc il a l'habitude de lire de la littérature très scientifique. Moi, Ouais. je viens avec mes émotions, avec mes Mm. montagnes russes émotionnelles, avec mes problèmes du quotidien. Qu'est-ce Mm. qu'il va en penser? Puis la personne m'écrivait, oui, docteur Intel me dit que c'est vraiment très très bien que tu aies écrit ça et que c'est très pertinent et que ça lui apprend plein de choses justement Ouais. c'est très immersif, quoi. Tu rentres vraiment Mm. dans mon quotidien. Donc, si tu vis pas le quotidien d'une maman solo avec 3 enfants, tu peux pas forcément. Tu as une idée de ce que ça peut être, mais tu le vis pas. Alors Ouais, qu'avec ce c'est ça. livre, tu viens vraiment l'expérimenter. Tu te dis, ah, c'est ça. Ah, tu te sens comme ça à la fin de la journée. D'accord, je comprends. Pourquoi il faut pas t'appeler après 22 heures, sinon tu es un peu irritable. Tu vois. Wow. Et pourquoi entre 18 heures et 20 heures non plus, c'est pas possible de t'appeler parce que c'est le moment des bains, Ouais, des douches, des devoirs, de c'est préparer le ça. repas en même temps, enfin voilà, de signer les Tunnel carnets. d'histoire. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est vraiment. Et après, avec le livre sur le deuil, hein, comme tu peux l'imaginer aussi, c'était très Ouais. très émouvant de lire les retours et les Mm. gens me disaient bah ça m'a enveloppée, j'avais ce qu'on me dit aussi, et ça, c'est assez drôle parce que c'est avec les 5, on me fait souvent le retour que bah, c'est marrant, j'avais l'impression que tu étais là. Quand je le lisais, j'avais l'impression que c'est toi qui me parlais. Parce Ouais. qu'effectivement, dans mon écriture, tu vois, j'essaie vraiment d'écrire comme je suis, Oui, de façon authentique, quoi. Je ne vais pas chercher du vocabulaire que je n'ai pas au oui. quotidien, par exemple, ou une façon de dire les choses qui ne me ressemblent pas. Donc, c'est vrai que souvent, on me disait, oh, j'avais l'impression que tu étais là. Et même des gens qui ne me connaissent pas, ils me disaient, j'avais l'impression que vous étiez là à me réconforter, à me mettre une main sur l'épaule et puis à me dire, bah, ça va aller. Je suis passée par là. C'est voilà, on est abominable quand on passe un deuil. On n'a plus de forme, on est complètement difforme. Mm. Voilà, parce que l'émotion nous rend tellement étrangers à nous-mêmes. On se Ouais. reconnaît plus, on sait plus qui on est. C'est juste de la douleur. Et la douleur, c'est laid. Mm. Mais ça va aller. Tu vas te rétablir. Ça va aller un pas après l'autre. C'est même pas une journée après l'autre, mais une heure après l'autre. Et Mm. ne t'en demande pas plus. Mm. Et vraiment, voilà, quand on me faisait ce retour de j'avais l'impression que vous étiez là, euh, je me dis, ben ouais, c'était mon intention d'être Bah, là pour ouais. toi, d'être là pour t'accompagner. Pour moi, c'est Mm. ça, tu vois, ma mission de vie. Ah, c'est top. Et est-ce que justement d'avoir publié ces livres, enfin écrit et publié ces livres, est-ce que ça a eu un impact direct sur ton activité professionnelle? Alors, ça a un impact, effectivement. Ces livres-là, ils sont un peu comme une carte de visite. Mm. Alors, mon activité, elle a évolué. Avant, parce que voilà, je t'expliquais tout à l'heure que j'accompagne les personnes en situation de Oui, psychotrauma, mais auparavant, j'accompagnais enfin, d'autres types de publics et j'étais moins expertisée sur un domaine, j'avais encore pas oui. mon expertise, donc j'ai accompagné de façon plus vaste. Donc c'était vraiment une carte de visite. Et après ça, venait à moi beaucoup de mères célibataires qui Mm. avaient besoin d'être accompagnées. Donc ça a eu cet impact parce que bah, il y a
ça m'a permis plein de choses. C'était cette carte de visite. Quand j'allais quelque part, bon, j'ai fait, voilà, j'ai eu des moments où je dédicaçais, tu vois. Oui. Et je pouvais dire aux personnes, ben voilà, si après le livre, vous avez besoin vous sentez que vous avez besoin de soutien, ou bien soit pour passer à l'action, soit pour vous réconforter, soit pour voilà, vous redonner de l'élan, partir sur un projet, voilà. Ben je fais ça aussi. Tu vois, voilà, ça pouvait me permettre d'être en lien avec des personnes que j'aurais Ouais. pas approchées sinon si simplement j'étais coach ou formatrice un peu plus traditionnelle, en tout cas sans les livres. Ouais. Et puis, mes livres, de l'autre côté, quand j'accompagne quelqu'un, eh bien, alors soit quand la personne m'approche, qu'elle me dit, mais vous savez, j'ai pas forcément suffisamment actuellement d'argent pour budgétiser un accompagnement. Et ben du coup, selon un peu, comme je commence à avoir plusieurs livres à mon actif, selon un peu la partie émotionnelle que je sens en elle qui a besoin d'être un peu cocoonée, ben, je peux lui proposer, tu vois, d'avoir un de mes livres et puis de commencer par ça, par déjà s'imprégner de ça, s'imprégner de ma façon de voir les choses parce que je suis coach depuis longtemps quand même au fond de moi. Et donc, j'ai une façon de dire les choses qui n'est pas juste on se complaît dans la douleur et il ne se passe rien, c'est on se complaît dans la douleur. Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Comment je peux utiliser ça? Quelle femme ou quelle personne j'ai envie de devenir? Et ça, on le sent, je pense, dans tous les livres que j'ai fait pour l'instant. Et donc, déjà, c'est un premier outil. Donc, tu vois, les personnes, quand je ne peux pas les approcher parce qu'il y a un frein financier ou quoi, qui fait qu'elles auraient envie que je les accompagne, mais elles n'ont pas les moyens de me rémunérer pour ça par rapport à ma grille de tarifs d'accompagnement, je leur dis, lisez ce livre et déjà, vous allez voir que je serai là pour vous accompagner. Et c'est vrai. C'est ce qu'elle me disait à chaque fois, c'est vrai. Vous aviez eu raison de me conseiller ça. Et aussi, parfois, soit pendant le parcours d'accompagnement ou soit à la fin, les personnes me disent, ah ben bon, maintenant ça s'arrête, je vais acheter ton livre, comme ça va continuer un petit peu, ou je vais acheter tel livre, ou tiens, j'ai déjà celui-là, mais je vais prendre l'autre parce que maintenant j'ai évolué, je pars sur tel projet, ou voilà. Et c'est chouette aussi. En tout cas, tout ça pour te dire que c'est très imbriqué, mais surtout, ces livres, ils m'ont permis d'avoir, comme on disait tout à l'heure, des retours, des feedbacks des personnes, et de voir que contrairement à ce que moi, on se souvient, ancienne traumatisée, complexe, etc., contrairement à ma vision des autres et du monde qui est tout le monde est méchant. Tout le monde veut faire du mal. Je suis une pauvre petite chose vulnérable qui va se faire écraser parce qu'ils vont se moquer, ils vont me juger. Voilà, et ils auront raison parce que mon travail, ce que je fais, je le fais pas aussi bien qu'une telle ou machin. Donc ils vont me casser mon moral. Eh ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai tellement eu d'amour, tellement de questions, tellement de choses où, tu vois, dans les partages après, dans le lien avec les personnes, parce que souvent je réponds, peut y avoir une discussion derrière. Des choses qui me nourrissent, d'autres questions qui sont soulevées, tu vois, par rapport à ça. Et je me dis, en fait, c'est vachement chouette d'être en lien aux autres. Et ça m'a fait évoluer, moi, dans ma pratique et dans mon travail, parce que ça m'a enlevé la peur d'aller devant les autres. Donc maintenant, j'ai beaucoup moins peur de vendre mes prestations. J'ai beaucoup moins peur d'envoyer un message pour répondre à une personne qui me demande un tarif, par exemple. Avant, j'avais du mal, tu vois. Maintenant, j'explique à la personne, voilà ce tarif, pour ce tarif-là, voilà tout ce que vous avez. Et donc, ça a de la valeur parce que ça va vous amener là. Et c'est hyper important. Et ensuite, j'ai plus du tout peur. Parce que j'ai plus cette peur du rejet, en fait, bizarrement. Depuis l'écriture, tu vois, et les retours, j'ai plus cette peur du rejet. Parce que même si ça peut arriver qu'une personne me dise « non, ça m'intéresse pas du tout ce que tu fais » ou « finalement, je trouve que ça me parle pas du tout », eh ben, ça ne dit rien de moi. Parce que moi, je sais que j'ai déjà fait du bien à des personnes et que je pourrais le refaire encore. À cette personne, non visiblement, parce qu'on ne matche pas, mais il y a plein d'autres personnes. Et je ne peux pas être là pour tout le monde. Donc, c'est une bénédiction s'il y a des personnes qui ne veulent pas travailler avec moi. Mais en aucun cas, j'ai jamais eu vraiment de retour méchant. Et voilà. Tout ce que j'imaginais avec mes dragons, là, je ne l'ai jamais vécu.
en Ah, vrai. bah c'est bien. Et les livres m'ont permis ça, m'ont permis de me dire, mais en fait, tu t'es fait des fausses visions parce que la personne en face, elle est comme toi, elle a des besoins, elle a des doutes, elle a des moments de joie, elle a des compétences, elle a des valeurs, elle a des envies, elle a des incompréhensions, enfin, elle a des questions, Mm. elle est comme toi. Et à partir de là, il y a au moins une chose que tu vas pouvoir trouver qui est commune à vous deux, qui va faire qu'on va pouvoir discuter ensemble, une chose qui nous anime toutes les deux. Et c'est le Exact. lien humain, quoi, et c'est tout. Mm. Et ce lien humain, tout le monde en a besoin. Et y compris aussi, et même surtout les personnes qui ont vécu des traumatismes, ont vraiment besoin de ce lien humain. Mais on en a tellement peur que des fois, ça nous bloque. Et Ouais, les livres, ça a été le passage à l'action qui m'a permis de switcher mon état d'esprit par rapport aux autres. super. Et ok, merci beaucoup pour tous ces partages. Et pour conclure, quel conseil tu donnerais à voilà, une personne qui hésite à se lancer dans l'écriture ou qui a peur, Qui a des doutes. qui a des doutes? Ouais. Bah on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, Mm. mais je lui conseillerais de s'asseoir devant une feuille et de se poser la question pourquoi j'ai envie Mm. d'écrire, tu vois, de vraiment du pourquoi. Pourquoi Euh, Qu'est-ce que moi, ça peut m'apporter de positif si si j'écrivais, admettons que il se passe voilà un certain nombre de temps, de jours, et que ce livre Mhm. arrive. Qu'est-ce que ça m'apportera à moi en tant que personne? Qu'est-ce que ça apportera à mes enfants, à mon conjoint, à ma conjointe, ou qu'est-ce que ça apportera à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma famille? Qu'est-ce que ça apportera au voisinage, aux voisins? Justement à cette maman solo du premier étage ou à ce papy qui promène son chien que je croise. Si jamais il devait lire mon livre, qu'est-ce que ça lui apporterait? Ouais. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apportera finalement aux gens que je ne connais pas, que je croiserai jamais, mais qui, peut-être au détour d'un rayon de librairie ou à la médiathèque, voilà, tomberont sur mon livre et le liront. C'est quoi, c'est quoi mon pourquoi? Pourquoi je veux absolument écrire ce livre et c'est quoi le message que j'ai envie de passer? C'est quoi que j'ai au fond de moi, comme ça, et que j'ai envie de dire aux De autres? transmettre. Mm. Ouais, de transmettre, exactement, c'est vraiment le mot. C'est vraiment s'asseoir et à chaque doute dans le processus, que ce soit avant de se lancer, que ce soit même en cours de route, au bout d'un moment, voilà, tu as un temps, il y a un jour qui passe, 2 jours qui passent, une semaine qui passe, tu n'as plus écrit, tu prends Mm. du recul, tu prends de la distance, même pas du recul, mais de la distance. Et ben, c'est de se dire, ressors ta feuille où tu avais écrit ton pourquoi et relis-la, Mm. complète-la, parce qu'entre-temps, il y a peut-être d'autres idées qui te sont venues, Mm. d'autres Tout à fait. pourquoi. Et continue d'écrire ton pourquoi et reconnecte-toi à pourquoi tu veux écrire, en fait. Et, et ça chasse les je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. D'autres ont déjà écrit sur le même sujet, vachement mieux que ce que je pourrais faire. Des Mm. livres, il en existe des milliers. Ouais, il en existe des milliers, mais tu vois, il en sort encore et toujours, tous les jours, il y a des livres qui paraissent et tous les jours, il y a Exactement. des livres dans les librairies. Mm. Donc, chaque livre a sa place, chaque message a sa place. Ouais. Ce qui est certain, c'est que sur une même thématique, sur un même sujet, euh, à une même, je dirais, à une même date de l'histoire, euh, deux personnes qui vont avoir la même envie d'écrire, eh ben, le livre ne sera pas pareil. Parce que tu Exactement. écris ton livre, c'est toi, en fait, c'est ton unicité, ta singularité. Personne pourra écrire le livre que toi, tu as dans ton cœur. Et donc, si tu l'écris pas, il va pas exister. Et du coup, Mais non. les pourquoi que tu as écrit sur la liste, ils vont pas se réaliser. C'est quand même Exact. super dommage. Donc, Ouais. relis pourquoi et écris pourquoi tu veux écrire ce livre. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Déborah, pour tout ce partage et très enrichissant, très inspirant. Donc, je mettrai les liens de tes livres et de ton site, enfin, là où on peut te retrouver, Énorme là, merci. ouais, dans le podcast, enfin, dans la description du podcast. Et, euh, et merci beaucoup pour ce moment. Écoute, c'est moi qui dois te remercier parce que c'était un moment formidable d'échange et où on était connectés toutes les deux et avec les personnes qui vont
nous entendre, ou moi je visualisais déjà ces personnes, et j'espère leur avoir provoqué un petit quelque chose, une petite émotion, Oui. une petite pensée, une petite idée. Mm. Si jamais ça devait faire en sorte que, bah, voilà, elles vont se mettre à leur clavier aujourd'hui, ou Ouais. au moment où elles ont écouté ça, et ben voilà, j'en serais vraiment la plus heureuse. Mm. C'était tes questions étaient vraiment à la fois enrichissante, stimulante et Oh. vibrante. Tu m'as fait vibrer à certains moments, et c'était un plaisir aussi de me replonger dans ces souvenirs. Ouais. Et vraiment, pour le travail que tu fais pour toutes ces personnes qui ont envie mais savent pas trop comment Mm. se lancer, voilà. Ouais. Et ben, énorme merci, parce qu'il faut vraiment Avec grand ce plaisir. travail-là, il est méga important. Ouais. Il va permettre à tous ces livres qu'il y a dans tous ces cœurs pour l'instant, ou même Oui. dans tous ces tiroirs, d'exister, et on ne peut jamais mesurer l'impact que ça va avoir sur d'autres personnes. Exactement, Voilà. tout à fait. Une personne qui ne va pas bien, bah, parfois, elle, au lieu de ruminer, elle va saisir un livre, ouvrir des pages, et elle va Ouais, être transportée ailleurs que dans l'état où elle était. Et tu sais pas, exactement. ça peut même sauver des vies. Très, très Oui, honnêtement, peut-être c'est un peu glauque de dire ça comme ça, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui meurent de pas avoir accès au bonheur, au bien-être, mm, qui meurent de solitude, qui meurent de mal-être, en fait, parce que ouais, juste, elles ne trouvent plus l'essence de la vie, elles ne trouvent plus rien. Et peut-être que votre livre, voilà, vous qui écoutez, votre livre va provoquer une idée, ou va garder cette personne pendant encore quelques heures suffisamment en vie, oui, lui permettre de se divertir, ou bien de réfléchir mm, différemment, va lui permettre un pas de côté, et va faire en sorte que peut-être elle va reprendre quelque chose de l'ordre ouais, de, elle va avoir voilà, le cet déclic, élan vital. ouais, Exactement. Et c'est vraiment comme des ronds dans l'eau quand on jette une pierre. Voilà, on jette une pierre, et puis il y a plein de manifestations qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas jusqu'où ça va ouais, aller. mm, Et peut-être que votre livre, il va changer la vie de quelqu'un. Et vraiment, exact, c'est tellement important de l'écrire, quoi. Ouais. ouais, tout à fait. Je ne peux que valider tout ce que tu dis. Merci à toi. C'était Eh ben, vraiment un moment formidable. Je suis vraiment ravie d'avoir pu participer. Très honorée. Merci encore. merci à toi aussi. Alors,